Il existe un type d'amour qui ne se manifeste pas dans les rencontres ordinaires de la vie. Il ne naît pas sur des applications, ne se révèle pas dans les premiers regards et ne se maintient pas grâce à des promesses vides. Cet amour rare semble venir d'un autre temps, comme si des âmes séparées depuis des millénaires se retrouvaient enfin à l'instant exact. Lorsqu'il surgit, il transforme, déstabilise, illumine et hante tout à la fois. C'est un miroir de l'âme, une force qui oblige les deux êtres à affronter tout ce qui est enfoui en eux-mêmes. La plupart des gens ne l'expérimenteront jamais. Seuls ceux qui sont prêts à franchir l'abîme entre l'ego et le soi, entre le désir et le destin, sauront le reconnaître et survivre à son intensité. Si vous croyez que cet amour existe, écrivez en commentaire « Je choisis l'amour qui transforme ». Dans la vision de Carl Jung, l'amour qui transforme réellement n'est pas seulement un sentiment passager ou une rencontre fortuite entre deux personnes. C'est une expérience archétypique, profondément enracinée dans l'inconscient collectif qui exige un processus d'individuation, la quête d'intégration des aspects inconscients de la psyché vers la totalité. Lorsque l'on parle d'un amour que seulement 1% des âmes sont prêtes à vivre, il s'agit d'une expérience qui dépasse le romantisme idéalisé et plonge dans l'ombre, les projections et l'intégration de l'animus et de l'anima, les archétypes du masculin et du féminin intérieur. Jung croyait qu'au début d'une relation, nous projetons inconsciemment sur notre partenaire des aspects non reconnus de nous-mêmes. L'intensité de cet amour rare est directement liée à la puissance de ces projections. Il nous attire parce qu'il nous révèle des fragments perdus de notre propre âme, mais en même temps, il nous défie, car il nous force à admettre que ce que nous voyons chez l'autre habite en réalité en nous. Cette dynamique marque le début du véritable travail intérieur. Cet amour active aussi la rencontre avec l'ombre, le côté rejeté et refoulé de la psyché. Au lieu de fuir le malaise qu'elle provoque, les âmes prêtes affrontent leurs peurs, leurs traumatismes et leurs blessures émotionnelles, permettant à la relation de devenir un miroir alchimique de guérison et de croissance mutuelle. Ainsi, ce type de connexion n'est possible que pour ceux qui ont déjà parcouru une part significative de leur chemin d'autoconnaissance, car il exige courage, abandon et une profonde volonté de transcender l'ego et de laisser le soi guider. Il existe un amour qui ne se contente pas de charmer ou de consoler, mais qui défie la structure la plus intime de l'être. Lorsque deux âmes se rencontrent à ce niveau profond, l'expérience dépasse largement la surface. La véritable rencontre n'est pas avec l'autre, mais avec ce que l'autre éveille en nous. Cet amour est un miroir, et ce qu'il reflète n'est pas seulement le beau, mais surtout l'obscur, l'inachevé, le refoulé. Selon Carl Jung, l'ombre est tout ce que nous nions, cachons ou rejetons dans notre personnalité. Et souvent, l'amour profond et rare est celui qui révèle le plus clairement cette ombre. Cet amour n'est pas confortable, et c'est pourquoi si peu y sont préparés. L'ombre, lorsqu'elle est activée, se manifeste sous forme de jalousie, possessivité, peur de l'abandon, besoin de contrôle, ou même d'une dépendance émotionnelle impossible à expliquer. Ces sentiments ne surgissent pas parce que l'autre nous fait du mal, mais parce qu'ils touchent à des blessures anciennes, souvent formées dans l'enfance ou dans des relations passées. Le véritable amour, donc, n'est pas celui qui évite les conflits, mais celui qui nous donne le courage de les affronter et de nous transformer à travers eux. Cette rencontre éveille en nous une vulnérabilité profonde. Soudainement, nous sommes face à un miroir qui révèle non seulement ce que nous sommes, mais aussi tout ce que nous essayons de ne pas être. Et si cela peut sembler menaçant, c'est aussi une rare opportunité de croissance intérieure. L'amour qui montre l'ombre indique également le chemin de la guérison. Il ne vient pas pour que tout reste pareil, mais pour briser les structures rigides qui freinent notre évolution. Voilà pourquoi il peut provoquer des crises, des éloignements, voire des ruptures, non par manque d'amour, mais parce que l'ego ne sait pas encore comment gérer la profondeur de ce qui a été éveillé. L'ombre, dans ce contexte, ne doit pas être vue comme négative. Elle fait partie intégrante de la totalité de la psyché. Jung affirmait qu'il n'y a pas de vraie lumière sans confrontation avec l'obscurité. Ignorer l'ombre, c'est vivre une existence incomplète, fragmentée. L'amour qui la révèle, aussi douloureux soit-il, est une invitation à devenir entier. Et cette plénitude ne s'atteint pas en niant nos aspects les plus sombres, mais en les intégrant. Accepter l'ombre ne signifie pas céder à des impulsions destructrices, mais les comprendre, les accueillir et les transformer. Lorsque deux personnes se rencontrent à ce degré de profondeur,
Le lien qui se forme dépasse le temps, la logique et même la volonté. C'est comme si quelque chose de plus grand était en jeu, un mouvement inconscient de guérison et d'évolution qui utilise la relation comme scène. Il ne s'agit pas seulement d'aimer l'autre, mais de s'aimer à travers l'autre. Le partenaire devient un canal, un instrument par lequel l'inconscient s'exprime. Et c'est pourquoi il touche précisément les parties que nous cachons le plus, car c'est là que se trouve l'or de la transformation. Ces relations portent la marque d'un sentiment de destin. Il y a quelque chose d'inévitable dans leur rencontre. Elle peut survenir à des moments improbables, dans des lieux inattendus, mais quand elle se produit, c'est comme si tout prenait un nouveau sens. Pourtant, ce sens ne naît pas d'une idéalisation romantique, mais d'un appel à la profondeur. La relation exige présence, responsabilité émotionnelle et surtout volonté d'exploration intérieure. Aimer l'autre, dans ce cadre, demande le courage de plonger en soi-même. Et cela n'est pas toujours confortable, mais c'est réel. C'est pour cette raison que seule une petite fraction d'âme est prête à vivre ce type d'amour, parce qu'il demande plus que du désir. Il requiert une maturité psychique. Vouloir ne suffit pas. Il faut être préparé à affronter ce qui sera révélé. Beaucoup fuient quand l'ombre apparaît, rompent les liens ou se cachent derrière des masques. Mais ceux qui restent, qui affrontent la douleur, l'inconfort et la vérité, finissent par découvrir une dimension de l'amour qui transcende tout ce qu'ils avaient imaginé. Un amour qui n'est pas seulement romantique, mais spirituel. Un amour qui n'emprisonne pas mais libère, car il transforme. Cet amour est une force initiatique. Il marque le début d'un chemin où la relation cesse d'être une fin en soi pour devenir un portail vers quelque chose de plus grand. L'ombre qui autrefois effrayait est désormais comprise comme une alliée. Et dans ce processus, l'être se reconstruit, plus entier, plus vrai, plus conscient. Aimer devient alors un acte de courage et aussi de rédemption. L'un des plus grands défis dans l'expérience d'un amour profond et apparemment destiné est la difficile tâche de distinguer entre la réalité de l'autre et la fantaisie inconsciente que nous projetons sur lui. Carl Jung a clairement affirmé qu'au début de toute relation intense, surtout celle qui semble mue par une connexion inexplicable, nous projetons sur le partenaire des contenus psychiques non intégrés. C'est comme si, inconsciemment, nous utilisions l'autre comme toile pour apercevoir ce que nous n'arrivons pas encore à reconnaître en nous-mêmes. C'est pourquoi l'enchantement initial peut être si puissant. Nous ne tombons pas seulement amoureux de quelqu'un, mais nous retrouvons aussi des fragments de nous-mêmes perdus ou oubliés. Cette projection possède un immense pouvoir de séduction. Nous croyons avoir trouvé l'âme sœur, le partenaire idéal, la moitié manquante de notre âme. Tout semble s'emboîter à la perfection. La manière de regarder, la façon de penser, les rêves similaires, les douleurs compatibles. L'intensité de ce sentiment est réelle, mais ce qui le soutient n'est souvent pas l'autre en lui-même, mais ce qu'il symbolise pour nous. À ce stade, le risque de confondre amour et idéalisation est grand. Et c'est là que la maturité émotionnelle et la connaissance de soi deviennent essentielles. Jung avertissait que la projection est une étape inévitable et même nécessaire dans les relations humaines. Cependant, elle ne devient dangereuse que lorsqu'elle n'est pas reconnue. Quand nous croyons que l'autre est réellement tout ce que nous projetons, nous tombons en réalité amoureux d'un reflet intérieur et non d'une personne réelle. Ce type de lien, aussi intense soit-il, est voué à la frustration, car nul ne peut soutenir indéfiniment le poids d'une image idéalisée. À un moment donné, la réalité s'impose, et c'est alors que beaucoup de relations entrent en crise. Mais cette crise n'a pas besoin d'être une fin. Elle peut être le début de quelque chose de plus authentique. Quand la projection se dissout, le voile se déchire et nous commençons à voir l'autre tel qu'il est vraiment, avec ses failles, ses limites, ses contradictions et sa complexité. C'est à ce moment que l'amour véritable peut naître, un amour qui ne dépend pas de la perfection, mais de l'acceptation, qui ne cherche pas à compléter, mais à partager, qui n'exige pas que l'autre soit un idéal, mais accueille son humanité. Distinguer entre âme sœur et fantaisie inconsciente est donc un processus. Il requiert du temps, de l'observation, de la sincérité et surtout la volonté de regarder en soi. Les indices se trouvent dans les schémas répétitifs, les réactions exagérées, les attentes irréalistes et les sentiments d'abandon ou de rejet qui surgissent sans cause apparente. Ces signes indiquent plus souvent que nous réagissons non pas au présent, mais à des blessures anciennes, souvent inconscientes.
et le partenaire devient seulement l'activateur de ces mémoires émotionnelles profondes. Ce type d'amour, qui semble surgir de nulle part, a une fonction claire dans le processus d'individuation. Il nous oblige à confronter ces blessures, à faire remonter tout ce qui doit encore être guéri. Ainsi, même si la relation ne dure pas dans le plan physique, l'impact qu'elle provoque peut marquer une vie entière. C'est comme si l'âme avait appelé à cette rencontre pour accélérer son propre développement. Et l'autre personne répond à cet appel, consciemment ou inconsciemment, en s'offrant comme miroir, portail et défi. En reconnaissant que nous projetons, nous faisons un pas décisif vers la liberté intérieure. Cela ne signifie pas que l'amour s'éteint, mais qu'il peut se transformer. L'idéalisation cède la place à l'empathie, au réalisme et à une connexion véritable. Nous pouvons enfin aimer l'autre tel qu'il est, et non comme nous voudrions qu'il soit. Et ce faisant, nous nous libérons aussi de l'exigence d'être parfait. La relation cesse d'être une fuite face à la douleur pour devenir un espace sûr où grandir, tomber, se relever et évoluer ensemble. L'idée d'âme sœur, sous l'optique jungienne, ne se réduit pas à un partenaire parfait, mais à celui qui éveille en nous l'élan de devenir ce que nous sommes vraiment. Et cela passe souvent par la confrontation, le frottement et le dépassement des illusions. La véritable rencontre d'âme ne se produit pas quand tout est facile, mais quand les deux choisissent de rester et de grandir face à la vérité. L'amour cesse d'être un simple sentiment pour devenir une pratique spirituelle, une alchimie vivante entre deux êtres décidés à se défaire des masques et à marcher vers la totalité. L'expérience de l'amour qui transforme profondément l'âme n'est pas seulement une rencontre entre deux corps ou deux esprits, mais une manifestation symbolique d'un processus intérieur. Pour Jung, ce type d'amour est directement lié à la dynamique des archétypes de l'anima et de l'animus, représentation du féminin dans la psyché de l'homme et du masculin dans celle de la femme. Ces archétypes ne sont pas de simples caractéristiques psychologiques, mais des forces vivantes agissant de manière autonome dans l'inconscient. Lorsqu'ils s'éveillent à travers une relation profonde, ils révèlent non seulement qui nous sommes, mais qui nous sommes appelés à devenir. Dans la vision jungienne, tout homme porte en lui une image inconsciente du féminin, l'anima, et toute femme une image inconsciente du masculin, l'animus. Ces images se forment à partir des premières expériences affectives, notamment avec les parents, mais elles s'alimentent aussi de contenus culturels, mythologiques et symboliques. Quand un homme rencontre une femme qui réveille son anima, ou lorsqu'une femme rencontre un homme qui active son animus, la sensation est celle d'une retrouvaille ancestrale, comme si l'âme reconnaissait enfin ce qu'elle avait toujours cherché. L'amour surgit alors avec une force quasi mystique, enveloppée d'un voile d'enchantement. Cependant, cet enchantement initial ne concerne pas l'autre en tant que tel, mais ce qu'il représente à l'intérieur de la psyché. C'est pourquoi les relations d'une telle intensité émotionnelle semblent défier la logique. Elles n'obéissent pas à un schéma rationnel, mais à un élan archétypique profond, visant à intégrer les polarités intérieures. Le partenaire devient alors le catalyseur d'un processus d'individuation, dont le but n'est pas seulement de vivre l'amour, mais d'intégrer les forces inconscientes qu'il réveille. L'anima, lorsqu'elle est projetée, se manifeste chez l'homme par l'inspiration, la sensibilité, l'intuition et le désir de transcendance. La femme qui l'éveille est perçue comme magique, mystérieuse, presque irréelle. L'animus, en revanche, s'exprime chez la femme par la volonté, la pensée structurée, la capacité d'action et le sens de la direction. L'homme qui l'active devient, à ses yeux, une figure de pouvoir, de sagesse, voire de salut. Cependant, lorsque ces images ne sont pas reconnues comme des projections internes, la relation peut devenir dysfonctionnelle. On attend de l'autre qu'il incarne un idéal impossible, et la déception est inévitable lorsqu'il échoue à répondre à cette fantaisie inconsciente. La clé de la transformation réside dans le fait de ramener ces images à l'intérieur. En comprenant que l'autre ne faisait que refléter des aspects internes à reconnaître, on ouvre un espace à la véritable intégration. L'homme qui reconnaît son anima développe consciemment sa sensibilité et son intuition sans attendre d'une femme qu'elle le sauve de ce manque. La femme qui se réconcilie avec son animus commence à agir avec autonomie et clarté, sans attendre d'un homme qu'il répare sa vie. À ce moment, la relation cesse d'être une dépendance émotionnelle pour devenir un véritable partenariat. La danse entre anima et animus révèle aussi les conflits intérieurs non résolus. Souvent, les difficultés des couples ne sont pas personnelles, mais symboliques.
Ce qui est en jeu n'est pas seulement un désaccord, mais une tension archétypique entre forces internes déséquilibrées. Compris sous cet angle, le couple devient un champ de travail psychique, une sorte de laboratoire où l'âme peut tester, se tromper, apprendre et évoluer. Chaque dispute, chaque éloignement, chaque réconciliation est une étape de ce chemin d'intégration. Ce processus n'est pas simple. Il implique douleur, frustration et souvent la déconstruction d'images qui semblaient essentielles à notre identité. Mais c'est précisément dans cette déconstruction que la liberté naît. Aimer vraiment l'autre n'est possible que lorsque nous cessons d'exiger qu'il joue le rôle de notre anima ou de notre animus, et que nous commençons à voir l'être humain réel devant nous. La relation cesse alors d'être une scène de projection pour devenir un lieu de rencontre authentique. Dans ce type d'amour, chaque geste porte un poids symbolique, chaque silence cache des significations, chaque éloignement révèle une nouvelle couche de la psyché. La danse entre anima et animus n'est ni linéaire ni prévisible. Elle exige abandon, mais aussi conscience, passion, mais aussi lucidité. Et par-dessus tout, la volonté de regarder en soi, même quand ce que nous voyons n'est pas agréable. C'est l'amour que peu sont prêts à vivre, car il demande plus que du romantisme. Il exige un courage psychique et un engagement radical envers la vérité intérieure. Lorsqu'une relation est traversée par une force qui semble plus grande que les deux individus impliqués, elle cesse d'être un simple lien affectif et se transforme en un véritable processus initiatique. C'est alors que l'amour devient alchimique, c'est-à-dire un espace symbolique où s'opère la transmutation de l'âme. Carl Jung avait compris que ce type d'amour n'était pas au service de la satisfaction immédiate des désirs, mais de la maturation psychique et spirituelle des partenaires. L'individuation, concept central de la psychologie analytique, devient alors inséparable de la voie de l'amour. S'individuer signifie devenir ce que l'on est en essence, en intégrant lumière et ombre, conscient et inconscient, raison et intuition, masculin et féminin. Et aucun terrain n'est plus fertile à cette intégration qu'une relation profonde. L'autre, en reflétant ce que nous ne reconnaissons pas encore en nous, agit comme catalyseur de notre évolution. Mais pour que cela se produise, l'amour doit dépasser l'idéalisation, la possession et la dépendance. Il doit devenir un engagement mutuel envers la croissance intérieure. Dans ce type de relation, chaque crise est perçue comme partie intégrante du processus. Les difficultés ne sont pas considérées comme des échecs, mais comme des occasions d'autoconnaissance. Quand surgit un conflit, la question n'est pas « qu'est-ce que l'autre fait de mal ?», mais « qu'est-ce que cette situation tente de m'enseigner sur moi-même ?» Ce déplacement de la culpabilité vers la responsabilité personnelle est l'un des signes les plus clairs que la relation sert l'individuation. L'ego, qui cherchait auparavant le contrôle et la validation, commence à céder la place au soi, le centre organisateur de la psyché qui vise la totalité. L'amour alchimique est donc un laboratoire de l'âme. Il suit la logique de l'alchimie spirituelle dans laquelle la matière brute, le moi fragmenté, conditionné et blessé, traverse des processus symboliques de dissolution, purification, combustion et union. Dans le langage jungien, ces processus se reflètent dans la tension entre les opposés, l'affrontement avec l'ombre, l'intégration de l'inconscient et la transformation de l'ego. Le partenaire, dans ce contexte, est à la fois compagnon et miroir, maître et disciple. Tous deux sont simultanément l'alchimiste et la substance à transformer. L'individuation à travers l'amour demande abandon, mais non soumission. Elle requiert vulnérabilité, mais aussi discernement. L'autre n'est pas là pour compléter ce qui nous manque, mais pour révéler où nous ne sommes pas encore entiers. Et c'est là que beaucoup abandonnent. L'intensité de l'amour alchimique est souvent confondue avec une douleur insupportable, mais ce qui fait souffrir n'est pas l'amour en soi. C'est la résistance à la transformation qu'il impose. Aimer véritablement implique de mourir aux anciennes versions de soi pour qu'un nouvel être puisse naître. Et ce processus, aussi beau soit-il, est profondément exigeant. Ce chemin nous apprend aussi à aimer avec plus de liberté. En comprenant que l'amour n'est ni possession ni salut, nous apprenons à laisser l'autre être ce qu'il est, même lorsque cela nous confronte. La liberté intérieure naît de l'acceptation de l'impermanence, de la conscience que l'autre peut être à la fois un cadeau et un professeur temporaire. L'amour alchimique n'exige pas de garantie, mais une présence. Il ne se mesure pas aux déclarations, mais à la capacité de rester conscient dans les moments difficiles, d'écouter avec un cœur ouvert,
d'accueillir le silence avec respect et profondeur. La relation cesse alors d'être un besoin pour devenir un choix conscient. Nous choisissons de rester non parce que nous en avons besoin, mais parce que nous voulons grandir ensemble. Et si, à un moment donné, les chemins se séparent, cela n'est pas vécu comme une défaite, mais comme la conclusion d'un cycle. Le véritable amour n'emprisonne pas, il guide. Il n'exige pas de sacrifices vides, mais lance de sincères invitations à la transformation. Il ne nourrit pas des illusions, mais révèle des vérités qui libèrent. Peu d'âmes sont prêtes pour ce type de relation, car il exige un haut degré de conscience et de courage. Il faut avoir affronté sa propre obscurité, reconnu ses masques et embrassé avec sincérité la voie de l'individuation. L'amour cesse alors d'être une fin pour devenir un moyen, un chemin spirituel qui mène à l'intégration et à la liberté intérieure. C'est l'amour qui transcende le temps et l'espace, qui naît non seulement de deux corps qui s'attirent, mais de deux âmes qui se reconnaissent et choisissent de marcher côte à côte, sachant que l'autre est à la fois miroir, défi, bénédiction et maître. Un amour rare, destiné à ceux qui ne veulent plus seulement ressentir, mais s'éveiller. Tout le monde n'est pas prêt à vivre un amour qui transcende les limites de l'ego et pénètre les couches les plus profondes de l'âme. Mais ceux qui osent s'engager sur ce chemin découvrent une dimension de l'amour qui ne peut être expliquée, seulement vécue. C'est un type de lien qui exige connaissance de soi, courage émotionnel et maturité spirituelle. L'autre cesse d'être seulement un partenaire et devient un miroir vivant, un guide inconscient, une invitation constante à la croissance intérieure. Les principes de la psychologie analytique de Jung révèlent que le véritable amour n'est pas seulement une rencontre mais un processus. Il révèle l'ombre, dissout les projections, intègre les opposés et conduit à l'individuation. Lorsque deux âmes se rencontrent à ce niveau, la relation devient un instrument de transformation psychique, un chemin alchimique de guérison, d'intégration et d'éveil. Si ce contenu vous a touché d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à suivre des réflexions profondes sur l'amour, l'âme et l'inconscient. Et n'oubliez pas, la vidéo suggérée à l'écran peut être la prochaine étape de votre voyage intérieur. Regardez-la maintenant et laissez la connaissance de soi continuer à éclairer votre chemin.